J'ai dit précédemment que Thornhill et Palmer font intervenir la théorie de l'évolution. Ce qui, en plus d'être inusité quand on aborde une question d'ordre éthique et politique, suscite la méfiance parce que certains y voient un danger, notamment le danger qu'on soit en train de suggérer qu'il faut se fier sur la théorie de l'évolution pour savoir comment agir. Il y a donc lieu d'expliquer à quoi ça sert de faire intervenir la théorie de l'évolution alors qu'on traite la question du viol dans une approche normative. Alors voici à quoi ça sert. Comprendre les différences entre les sexes qui ont été héritées dans l'évolution par sélection naturelle, c'est important si on veut diminuer, voire éradiquer les occurrences de viol. Parce qu'il faut comprendre ce qui cause le viol pour exercer un meilleur contrôle des conditions environnantes de façon à éviter qu'ils se produisent. Thornhill et Palmer distinguent deux niveaux causaux pour les comportements qui intéressent les biologistes. Bon, les termes utilisés dans le livre sont bien entendu en anglais, alors je vais les traduire librement. Ils parlent de proximate causation, que je vais traduire par cause immédiate, et ultimate causation, que je traduirai par cause ultime. Et dans la mesure où on cherche à identifier des causes pour pouvoir expliquer des phénomènes, dans le sujet qui m'occupe ici plus précisément des comportements humains, eh bien, je parlerai aussi d'explication immédiate et d'explication ultime. Alors, les causes immédiates, vous l'aurez compris, sont des causes à court terme d'un comportement, les gènes, les hormones, les structures physiologiques, et là-dedans, on inclut le cerveau, et les stimuli environnementaux. Les explications ultimes, pour leur part, elles peuvent être comprises quand on arrive à identifier les adaptations qui ont été favorisées par la sélection naturelle. Il arrive qu'une tentative d'explication immédiate soit incompatible avec l'explication ultime. Et quand c'est le cas, c'est une explication immédiate qui ne doit pas être retenue. J'ai mentionné dans l'introduction que Thornhill et Palmer critiquent les sciences sociales. Eh bien, un des défauts qu'ils soulèvent en sciences sociales, c'est qu'elles ne parlent que de causes immédiates. Or, non seulement ignorer les causes ultimes fait en sorte qu'on ne peut pas avoir un tableau complet qui permette vraiment d'expliquer les comportements ou les traits qu'on cherche à expliquer, mais en plus, si une explication immédiate est incompatible avec l'explication ultime, bon déjà pour savoir qu'elle est incompatible avec l'explication ultime, encore faut-il connaître cette dernière. Mais s'il s'avère qu'une explication immédiate est incompatible avec l'explication ultime, alors elle est à rejeter. Et précisément, certaines tentatives d'explication immédiate proposées en sciences sociales sont incompatibles avec les causes ultimes connues du viol. Bref, on a besoin de comprendre les causes ultimes pour pouvoir discriminer les propositions de causes immédiates, garder celles qui sont plausibles et éliminer celles qui ne le sont pas. Bon, je vais développer davantage sur la critique des sciences sociales dans une autre vidéo de la série, mais je mentionne tout de suite qu'entre autres, il y a une thèse défendue en sciences sociales selon laquelle le viol ne serait pas motivé par l'excitation sexuelle, qui serait plutôt un geste de nature politique motivé par le désir de contrôle. Ce serait plus spécifiquement un geste que les hommes posent pour maintenir le patriarcat et qui serait culturellement inculqué par la société patriarcale. Certains experts en sciences sociales présentent le viol comme un comportement acquis que les hommes adoptent parce que la société patriarcale le présente comme légitime. Et ces experts sont réticents
à l'idée que ce soit un comportement déterminé en partie par la biologie. Mais dire que les hommes violent uniquement si la société les incite à le faire, c'est une tentative d'explication immédiate qui est incompatible avec ce qu'on connaît des explications ultimes du viol. Des explications qui ont un rapport avec la manière dont la sélection naturelle a formaté la psychologie masculine et la sexualité masculine. Peut-être qu'on aimerait mieux que le viol ne soit pas naturel, mais s'il se trouve qu'il l'est, et les données empiriques suggèrent qu'il l'est, bien, il faut comprendre ces causes naturelles si on veut avoir une chance d'en diminuer les occurrences. Si on ne regarde pas le problème tel qu'il est, on ne peut pas apporter de solution efficace. Ça rejoint tout à fait la thèse de Sam Harris à l'effet qu'il faut adopter une attitude scientifique pour gérer correctement les questions morales. La science, c'est vraiment l'outil qui permet de répondre de mieux en mieux aux questions morales. Donc, pour résumer sur la différence entre les deux types de causes et les relations entre elles, les causes immédiates indiquent comment un mécanisme développemental ou physiologique cause quelque chose. Les explications ultimes, elles concernent la question de pourquoi des mécanismes faisant office de cause immédiate existent. Ces deux niveaux de cause, ils sont complémentaires, ils ne sont pas des alternatives l'un à l'autre. Une tentative d'explication immédiate qui contredit les explications ultimes est à rejeter. Et encore une fois, c'est justement le défaut de certaines explications proposées en sciences sociales. Pour comprendre comment les causes ultimes peuvent être connues, on doit comprendre comment la sélection naturelle mène à des adaptations. Une adaptation, c'est un trait phénotypique présent dans les organismes parce qu'il a été favorisé par la sélection naturelle par le passé. Alors, dans le cadre de l'évolution, les traits sélectionnés, ce sont ceux qui contribuent à ce que l'organisme ait des descendants qui auront à leur tour des descendants. Le viol est un comportement qui, dans une certaine mesure, augmente les chances pour un mâle d'avoir des descendants. Je réitère que ça ne veut absolument pas dire que le viol est acceptable, encore moins qu'il est une bonne chose, et ce n'est pas du tout ce que Thornhill et Palmer cherchent à montrer non plus. Quelque chose peut être utile du point de vue de la sélection naturelle, mais être moralement mauvais. C'est d'ailleurs une chose que souligne Sam Harris quand il argumente pour faire intervenir la science dans les questions éthiques. C'est un point qui est très clairement établi dans son livre The Moral Landscape. Et Palmer et Thornhill le disent eux aussi. Ce n'est pas parce qu'un comportement s'explique biologiquement qu'il est utile dans la sélection naturelle qu'il est moral. Alors, cependant, le lien qu'on peut faire avec la théorie métaéthique de Sam Harris, c'est qu'il propose de chercher à comprendre le fonctionnement du cerveau humain, le fonctionnement du comportement humain, de façon à pouvoir établir des politiques efficaces pour favoriser les bons comportements et défavoriser les mauvais. Et c'est là qu'une compréhension du déterminisme biologique de l'humain est pertinente. Bref, c'est pas pour dire comment on doit agir que la connaissance de la théorie de l'évolution est utile. Pour savoir comment on doit agir, je vous rappelle que Sam Harris dit qu'il faut regarder les conséquences de nos actions, ce qui relève aussi d'une approche scientifique dans la mesure où c'est empirique, et c'est une chose que Palmer et Thornhill font également dans leurs livres. Ils parlent des conséquences du viol pour les victimes et leurs proches, et ce serait
en raison de ses conséquences que le viol est un acte immoral, mais ça, c'est un aspect différent de celui d'expliquer biologiquement les comportements. C'est pour comprendre les facteurs déterminants que la compréhension des effets de la sélection naturelle est utile. En connaissant les facteurs déterminants qui causent un comportement qu'on veut éliminer comme le viol, ben on peut réfléchir à des manières efficaces de les contrôler. Il y a 4 facteurs de l'évolution, c'est-à-dire 4 processus naturels connus pour changer la fréquence génétique dans les populations. Alors, ces 4 facteurs sont la sélection naturelle, la dérive génétique aléatoire, la mutation et la migration. La sélection naturelle prend une importance particulière parce qu'elle seule peut causer des adaptations, étant donné qu'elle ne relève pas du hasard. Elle est la reproduction différentielle des organismes en conséquence de leurs différences phénotypiques compte tenu des défis posés par l'environnement. Une adaptation, c'est une solution phénotypique à un problème persistant dans l'environnement passé des individus, un problème ayant causé une sélection naturelle cumulative. Les effets de la sélection naturelle sont graduels et persistants. Ils consistent en des traits qui remplissent certaines fonctions. C'est ce qu'on appelle des adaptations. Le défi, quand on applique une analyse évolutionniste au comportement humain, aux traits humains, c'est de déterminer la nature des pressions sélectives qui sont responsables des traits qu'on cherche à expliquer. Et il faut aussi savoir que tous les traits ne sont pas des adaptations. Même un trait qui favorise le succès reproductif de l'organisme n'est pas forcément une adaptation. Il pourrait être un produit dérivé d'une adaptation. Aussi, Thornhill et Palmer soulèvent la question sur laquelle je reviendrai dans une autre capsule. Est-ce que le viol est le résultat d'une adaptation spécifique au viol? Ou est-ce qu'il est un produit dérivé d'autres adaptations? Et ils ne prétendent pas avoir trouvé la réponse à cette question-là, sur laquelle ils ont d'ailleurs un désaccord. Mais ce qui paraît certain, c'est que le viol est l'un ou l'autre. Le viol est une forme de sélection sexuelle. Encore une fois, le viol existe parce qu'il a été favorisé par les pressions sélectives, dans la mesure où il a permis, dans une certaine mesure, aux mâles d'accroître leur succès reproductif. Ici, il vaut la peine d'expliquer ce qu'est la sélection sexuelle. C'est un sous-type de la sélection naturelle. On parle de sélection naturelle quand un trait fait en sorte pour l'organisme de réussir à survivre. Alors, un trait qui lui permet de se protéger des prédateurs, de résister aux intempéries, de trouver de quoi se nourrir, etc. Mais la sélection sexuelle, c'est un cas particulier de sélection naturelle qui implique le comportement sexuel, qui agit directement et uniquement sur la capacité de reproduction. C'est donc un volet restreint d'adaptation. On parle de sélection sexuelle quand un trait fait en sorte qu'un organisme est en mesure de se reproduire. Il s'agit donc de traits qui permettent d'être choisis par les organismes de l'autre sexe ou tout simplement de réussir à copuler. Et ça inclut la copulation imposée. On a des bonnes raisons de voir une faute morale dans la copulation imposée. Mais du point de vue de la sélection naturelle, ça peut quand même augmenter le succès reproductif d'un individu. Pour résumer, comprendre les causes ultimes du viol au moyen de la théorie de l'évolution, c'est utile parce que seule la sélection naturelle peut rendre compte de la création et du maintien des adaptations. Même en identifiant toutes les causes immédiates du viol, ça n'expliquerait pas son origine
ni sa persistance dans les sociétés humaines. Une explication ultime peut rendre compte de toutes les explications immédiates d'un phénomène, qu'il soit une adaptation ou un produit dérivé d'une adaptation. Comprendre l'ensemble des causes d'un comportement, c'est la clé pour changer le comportement humain. En l'occurrence, une compréhension des différences entre les hommes et les femmes issues de l'évolution peut mener à l'identification des causes immédiates du viol et ça pourrait être la clé pour diminuer sa fréquence. Je développerai là-dessus dans la prochaine capsule. Pour conclure celle-ci, présenter le viol comme quelque chose de naturel peut nous répugner. Mais si on ne regarde pas la réalité en face, on ne peut pas adopter des solutions efficaces pour améliorer les conditions de vie de l'humain. Comme dirait Sam Harris, il faut des connaissances scientifiques pour prendre les meilleures décisions possibles. Le discours normatif ne peut pas être juste ni efficace s'il n'est pas basé sur la science.